Hein. Très bien, on commence donc cette conférence. Bonjour à toutes et tous et merci de votre intérêt pour cette conférence qui va concerner l'éco-conception. Donc juste une petite présentation. Moi je suis Philippe Vincent et je fais partie de l'ADEME avec Olivier Benoît, qui est mon homologue. On est sur le territoire des Pays de la Loire, Olivier sur le département du 44 et moi sur les autres départements. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, une agence de l'État qui a pour mission de promouvoir et de développer la transition écologique, et notamment au travers d'un sujet extrêmement important qui est l'éco-conception. Et dans les modes de fonctionnement que l'on a à l'ADEME, c'est aussi d'appuyer des acteurs à animer ces sujets-là. Et donc on appuie la CCI pour animer ce sujet de l'éco-conception. Et l'animatrice en chef, c'est Juliette Astoul, donc, qui est là, et à qui je vais laisser la parole parce qu'elle est plus compétente que moi pour animer cette réunion. Bonjour à tous et merci Philippe pour cette introduction. Donc, je suis Juliette Astoul, chef de projet éco-conception à la Chambre de commerce et d'industrie, référente régionale sur le sujet de l'éco-conception. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les industries à intégrer l'environnement dans leur stratégie, leurs activités via ces thématiques en lien avec l'économie circulaire. Donc pour cette présentation, on va suivre à peu près 5 points. D'abord un petit quiz introductif pour vous faire participer. Ensuite, un peu définir l'éco-conception, des exemples d'entreprises pour illustrer en fait les bénéfices qu'elles y trouvent en fait à l'éco-conception. Et enfin, on vous présentera des dispositifs pour lancer vos démarches, que ce soit des dispositifs financiers avec l'ADEME ou d'accompagnement avec le réseau consulaire qui vous propose différentes façons de commencer ce sujet. Alors pour planter un petit peu le décor de l'éco-conception, une première question que vous connaissez peut-être, le jour du dépassement, est-ce que ça vous parle? Ouais. Je vois des hochements de tête, très bien. Donc c'est en fait chaque année le jour où la planète a consommé l'ensemble des ressources qu'elle est capable de régénérer en un an. À votre avis, donc en 2021 c'était le 29 juillet, cette date-là, à votre avis à partir de quelle année en fait l'humanité a commencé à consommer plus que ce que la Terre était capable de régénérer en un an? Qui vote 51? Je vous fais voter à main levée pour que ce soit simple. 61, il y a 2, 71 et 81. Ok, c'est assez réparti. La bonne réponse, c'est 1971. Donc finalement, c'est assez proche si on prend du recul, puisqu'on est en 2022. Mais en même temps, ça fait déjà longtemps qu'on sait qu'on a un enjeu sur les ressources. Quand on dit les ressources, c'est autant les ressources de matières premières, les ressources d'énergie et les ressources d'eau. Et clairement, aujourd'hui, on puise beaucoup plus. Et c'est un des problématiques de nos modèles linéaires qui consiste à extraire des ressources, produire des produits avec, utiliser et jeter. Et donc c'est pour ça qu'on va chercher au maximum à travailler d'une façon circulaire, avec les boucles les plus courtes possibles, que ce soit la réparation, la refabrication, le réemploi ou le recyclage, qui est une boucle assez longue. Deuxième question, à votre avis, donc, quelle quantité de matières premières faut-il pour fabriquer un ordinateur de 2 kg? Donc quels sont tous les composants qui a besoin, toutes les matières premières qui vont être nécessaires à sa fabrication? Qui vote il en faut également, oui. Qui vote 8 kilos? 80 kilos. Ok, 2. 800. Bon, il y a un peu plus pour 800 kilos. Et en effet, c'est cette réponse-là qui fait vraiment le lien, en fait, quand on voit un produit qui pèse 2 kilos, derrière, en fait, avec tous les impacts que ça génère lors de la phase d'extraction des matières premières, pour avoir 2 kilos, en fait, de composants, de métaux, etc., ça a généré énormément plus d'impact sur cette phase de matières premières. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se re-questionner sur les matières qu'on utilise dans nos produits, et c'est notamment ce que propose l'éco-conception. On sait vraiment tous les enjeux qu'il y a sur les métaux, notamment les métaux rares, avec des sujets aussi géopolitiques aujourd'hui par rapport à cette ressource. Mais il y a aussi des problématiques sur d'autres produits, que ce soit sur le sable, qui est une ressource en tension, ou sur l'eau, ou également d'autres matières premières. Une autre question
en lien avec l'éco-conception aussi directement. Donc, vous avez une bouteille de Coca-Cola. Sur quelle phase, à votre avis, elle va générer le plus d'impact sur l'environnement? Est-ce que c'est l'extraction des matières premières? Est-ce que c'est la phase de fabrication? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est l'usage ou la fin de vie quand on a la bouteille en plastique qui reste? Donc, je vous propose de voter. Qui vote extraction? Fabrication? 3 personnes. Transport? Usage? Et fin de vie? Ah, il y en a qui votent 2 fois. Et la bonne réponse, c'est l'usage. Donc, il y en a certains qui l'ont dit. Pourquoi c'était l'usage, du coup? Exactement, super, c'est rare qu'on le dise. En effet, on n'y pense pas. Mais en fait, pourquoi il y a de l'impact lors de l'usage? C'est pas sur la santé, le fait de boire du coca, ça, on ne le modélise pas en éco-conception, mais c'est sur la quantité d'énergie qui est nécessaire pour réfrigérer le coca et le boire à la température. Sachant que cet impact-là, il est d'autant plus fort quand on pense à la distribution du Coca-Cola dans les pays où il fait très chaud, ou comme des jours comme aujourd'hui, et notamment sur toutes les solutions plutôt en B2B, où on a des frigos pour reprendre un Coca sur le temps de midi ou dans les pauses en entreprise. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. C'est ça qui est intéressant, c'est que les impacts en fait, en environnement, ils ne sont pas forcément là où on le croit. Et notamment la phase d'usage, souvent on l'oublie, parce qu'en tant qu'entreprise, c'est plus loin. Ça concerne plutôt l'impact qu'il va y avoir chez le client, que ce soit la consommation d'énergie, la consommation de consommables, l'entretien qui va nécessiter les produits. Et en fait, c'est souvent là, il y a de nombreux impacts à aller chercher. Et c'est vraiment intéressant pour une entreprise de se pencher sur cette phase-là, puisque du coup, il y a un gain direct pour le client en fait, à aller chercher. Donc c'est pour ça que parfois on parle de coût total de possession des produits, qui est intéressant à modéliser pour montrer l'avantage des solutions qui ont été éco-conçues. Dernière question. Vous avez 2 photos, c'est 2 cabines de yacht. Est-ce qu'il y en a une qui vous donne plus envie que l'autre? Et à votre avis, quelle est la différence entre ces 2 photos? Alors, qui préfère celle de gauche? Sans lien politique. Hein. Et qui préfère celle du côté droit? Ah super, donc celle du côté droit est une cabine éco-conçue. Donc en plus, ça veut dire que vous avez vu le bénéfice client. Non, surtout, ce qui est très intéressant pour l'entreprise, c'est qu'entre les deux, en fait, il y a eu toute une réflexion qui a été menée vraiment sur la conception de cette cabine-là. Donc il y a eu du temps qui a été investi, donc plus 15% de temps. Mais derrière, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a moins 30% de pièces qui a été utilisées en phase de fabrication. Et du coup, ça a permis aussi de faire gagner du temps de montage derrière. Donc le gain pour l'entreprise en termes de compétitivité est énorme. Et bien sûr, en termes aussi d'atouts de différenciation client, c'était très intéressant. Donc là, on voit aussi tous les bénéfices de l'éco-conception. C'était pour commencer à introduire un peu cette problématique qui concerne certes l'entreprise, ses matières premières, sa façon de produire, la phase d'usage, mais aussi les liens qu'il va y avoir avec les autres parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, pour mener ces projets d'éco-conception. Alors si on cherche un peu à définir justement ce qu'est l'éco-conception, l'éco-conception, ça consiste vraiment à intégrer cette notion de l'environnement dès la phase de conception du produit. Pourquoi on l'intégrerait ces moments-là? C'est parce que là, on peut vraiment agir sur toutes les étapes du cycle de vie qui vont arriver derrière. Et ce qu'on aime à dire, c'est que finalement, on ne fait que rajouter le critère environnement dans une pondération qu'a l'habitude de faire l'entreprise entre les critères économie, faisabilité technique, attente client sur l'esthétique, attente fonctionnelle ou d'autres paramètres. Et en fait, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que les produits restent performants à l'usage, mais qu'en plus, ils étaient vus avec le prisme de l'environnement. Aujourd'hui, ce qui est super, c'est que ça s'applique vraiment sur l'ensemble des familles de produits. Toutes les entreprises peuvent vraiment commencer à intégrer l'éco-conception. Là, vous avez un panel un petit peu de produits. Vous avez autant des produits en B2B que pour les consommateurs, en B2C. Et en fait, une autre façon de le définir aussi, c'est de se dire on va passer du temps, on va investir sur la phase de conception pour derrière avoir plutôt une low fabrication et des produits qui vont être meilleurs pour l'environnement. J'ai mis meilleur entre guillemets, puisque cette notion vraiment comparative est très importante en environnement. Il n'y a pas de produit parfait pour l'environnement. Un produit pollue dans tous les cas, un produit a un impact dans tous les cas, mais on cherche à réduire cet impact-là. Alors les grands principes qu'on va suivre en éco-conception, ça va être de vraiment suivre en fait tous les impacts tout au long du cycle de vie. C'est pour ça qu'on dit que c'est une approche cycle de vie. On va regarder donc les matières premières, la fabrication, le transport,
l'usage et la fin de vie. Donc ça vraiment décentre et ouvre énormément la réflexion, et c'est ça qui est très intéressant parce que ça ouvre des nouveaux leviers d'action auxquels on n'avait pas pensé forcément si on est dans une logique uniquement entreprise. Ce qui est différent aussi, c'est le premier point, c'est qu'on est dans une approche produit. On ne va pas regarder juste une approche site, c'est-à-dire son site, ses consommations d'énergie, les déchets qu'il génère, comment c'est géré, sa consommation d'eau, mais on va s'intéresser en fait à l'offre que l'entreprise met sur le marché. Et en général, les entreprises, quand elles font leur bilan carbone, une majorité des impacts, c'est sur les matières premières qu'elles utilisent et également sur les produits qu'elles mettent sur le marché. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche produit, de prendre du recul et de repenser son offre. Et c'est vraiment ce que propose cette méthode-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir une vision multicritère. Donc on regarde le critère carbone, mais on regarde également d'autres problématiques environnementales. Les problématiques de biodiversité, les problématiques de quantité de matière utilisée, d'énergie utilisée, les problématiques aussi sur la qualité des écosystèmes, par exemple la qualité de l'eau, l'eutrophisation de l'eau, enfin il y a tout un tas de termes techniques. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une vision vraiment complète de la problématique environnementale en éco-conception. Et c'est ce qui différencie cette méthode aussi de d'autres méthodes. On va être dans une approche de compromis, c'est-à-dire que la meilleure solution, elle va être aussi trouvée en pondérant avec les attentes économiques, les attentes clients et l'ensemble des paramètres à prendre en compte pour une entreprise pour que le produit ait une réalité économique, une réalité sur le marché. Et enfin, ce qui va être vraiment important, c'est que c'est une approche comparative. On va faire attention au transfert d'impact en modélisant en fait nos impacts avant et après, une fois qu'on a recherché des pistes d'éco-conception, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet rebond. Que par exemple, si on améliore nos impacts en fabrication, en fait, on ne transfère pas de l'impact sur la phase de transport ou c'est la phase derrière d'usage. Et ça, c'est très important à avoir en tête parce qu'on sait aujourd'hui, il y a de nombreux cas qui sont communiqués sur lesquels on a souvent des transferts d'impact qui vont être réalisés ou des effets rebonds de ces méthodes-là. Et donc, pourquoi l'éco-conception, finalement? C'est que dès cette phase de conception des produits, c'est 70 à 80% des impacts sur l'environnement qui sont déterminés. C'est là, quand on conçoit quelque chose, qu'on pose en fait tous les impacts qu'il va y avoir derrière. Et donc, finalement, quand on veut agir, c'est là où ça va être le plus facile. Ce n'est pas une fois qu'on a déjà figé tout le cahier des charges avec le client ou autre qu'on peut trouver des leviers de réduction. Alors aujourd'hui, les entreprises, elles choisissent l'éco-conception pour de nombreuses raisons. Pourquoi est-ce qu'elles y vont? Nous, on accompagne au quotidien de nombreuses entreprises. Alors bien sûr, il y a la motivation soit d'une personne dans l'équipe, soit du dirigeant de réduire l'impact environnemental, mais aussi il y a plein d'autres pressions qui amènent l'entreprise à faire de l'éco-conception aujourd'hui. Il y a le volet réglementaire, soit pour respecter ou anticiper les réglementations, notamment en ce moment avec la loi AGEC, avec des réglementations sur l'environnement qui arrivent, la loi climat, etc. Il y a les filières REP, par exemple, ça incite les entreprises à éco-concevoir leurs produits. Il y a également la demande de clients donneurs d'ordre. De plus en plus de fournisseurs en fait, sont contraints par leurs clients de fournir des éléments sur comment ils ont fabriqué leurs produits, peut-être donner le score environnemental, donner leur engagement sur l'environnement, etc. Donc ça, aujourd'hui, ça fait vraiment beaucoup bouger également l'industrie. C'est l'occasion pour une entreprise d'explorer des nouveaux modes de consommation et de production. Ça, c'est assez intéressant parce que ça ouvre la créativité, l'innovation, des nouveaux produits qui peuvent être testés. Ça permet aussi de répondre parfois à des enjeux plutôt sociétaux. On sait que, par exemple, l'industrie plastique aujourd'hui est très concernée. On est en période un petit peu de plastic bashing. Et donc, il faut répondre aussi à cette pression de d'autres parties prenantes. Dans le contexte actuel, notamment sur la thématique des pénuries d'approvisionnement, l'éco-conception, ça peut permettre également d'y répondre. Et on sait que c'est vraiment un sujet actuel, d'autant plus qui s'est renforcé ces derniers mois avec la guerre en Ukraine. Ça permet également à l'entreprise parfois de développer sa compétitivité, d'améliorer sa rentabilité. Et aussi, de plus en plus d'entreprises choisissent ce sujet pour travailler leur marque employeur, on le dit comme ça. C'est vraiment d'avoir plus de facilité à recruter, puisque souvent les nouvelles générations, notamment, cherchent à s'engager dans des entreprises qui auront peut-être plus de sens, ou en tout cas au quotidien, elles auront l'impression qu'elles peuvent œuvrer au changement. Donc ça, c'est des éléments qui permettent aujourd'hui de susciter l'adhésion vers l'éco-conception. Alors, si on le définit, aujourd'hui, vous avez entendu sans doute parler parfois d'économie circulaire, de RSE, et en fait, finalement, c'est très, très lié ces sujets-là, puisque quand on modélise un peu l'économie circulaire, un des piliers d'action qu'ont les acteurs économiques pour repenser leur offre, c'est l'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est un des piliers d'action d'économie circulaire.
Et par rapport à une stratégie RSE d'entreprise, clairement, l'éco-conception, ça va nourrir de façon très concrète et pragmatique la démarche de RSE. Et inversement, la RSE, ça va donner un cadre stratégique pour piloter et permettre l'avancement de l'entreprise sur ces sujets environnement. Donc c'est vraiment des démarches qui sont très complémentaires et c'est autant de portes d'entrée pour l'entreprise pour agir sur ces sujets. Maintenant, si on regarde plus en détail les bénéfices pour l'entreprise, puisque c'était le nom de la conférence, plus de performance avec l'éco-conception, il y a une étude de l'ADEME qui a analysé vraiment en détail du coup 10 entreprises qui avaient mené des démarches d'éco-conception de façon très pointue en regardant les indicateurs financiers dans les entreprises et économiques, donc avec des experts comptables. Et donc on a des résultats pour montrer ce qu'a apporté l'éco-conception dans l'entreprise. Donc il y a eu des impacts très significatifs sur le chiffre d'affaires pour les entreprises, en général de plus 7 à plus 18% pour ces entreprises-là. Par rapport à la question sur les coûts de production, là c'est plus partagé. Pour certaines entreprises, ça augmente les coûts de production parce qu'il faut investir dans l'outil productif ou sur des nouvelles technos, mais parfois ça peut réduire aussi les coûts de production, donc ça dépend un petit peu de chaque contexte d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, pour le client, il y a eu une baisse du coût total de possession du produit. Donc en fait, le gain économique, il est très présent pour le client, même s'il n'est pas toujours sur la partie coût de production pour l'entreprise. Et dans tous les cas, l'entreprise a gagné des parts de marché ou a amélioré ses marges. Ça a été prouvé à chaque fois. Alors si on regarde un petit peu comment concrètement ça s'est passé, en fait, il y a 3 leviers un petit peu stratégiques qui ont été observés pour augmenter le chiffre d'affaires avec l'éco-conception, suivant en fait la perception de la valeur apportée par l'éco-conception qui était vue par le client. Donc si le client existant percevait la valeur financière des bénéfices parce qu'on avait une amélioration de performance technique, le produit était plus facile à utiliser, plus ergonomique, ça a pu permettre à l'entreprise d'augmenter les prix pratiqués. Donc ça c'est un levier facile, on augmente les prix, on augmente le chiffre d'affaires. Il y a pour certaines entreprises, en fait, les clients existants ne le percevaient pas, mais on a pu aller chercher des nouveaux clients. Et donc là, ça a été intéressant pour l'entreprise parce que ça lui permet de cibler une nouvelle clientèle avec une augmentation du coup des volumes vendus et du coup du volume et ou des prix qui ont pu être faits auprès de ces nouveaux clients. Et s'ils ne perçoivent pas la valeur financière des bénéfices apportés, parfois ils accordent un bénéfice d'image du coup à l'entreprise qui se démarque, qui devient peut-être leader sur son segment de marché ou le premier à agir en éco-conception. Et donc c'est un effet là plus indirect, plus large, mais en tout cas on va avoir une exploitation marketing de l'attractivité de l'entreprise, de l'amélioration de l'attrait pour ses produits et donc indirectement à terme une augmentation des volumes vendus. Donc c'est ce qui a été observé sur cette partie chiffre d'affaires. Et sur l'aspect coût de production, donc je disais que ce n'était pas forcément toujours le cas, mais quand il y a eu une réduction des coûts de production, en fait, on a observé 2 phénomènes. Si l'entreprise avait un positionnement prix qui était trop élevé par rapport au marché, on a pu baisser les prix pratiqués et ça a pu permettre à l'entreprise de regagner des parts de marché, retrouver une place sur son marché si elle était en perte de vitesse. Et si l'entreprise avait déjà un positionnement prix assez satisfaisant, elle a pu maintenir ses prix pratiqués et du coup augmenter ses marges. Donc on voit vraiment les liens en fait économiques de l'éco-conception. Il y a de nombreux bénéfices. On voulait détailler ces bénéfices-là, mais bien sûr, l'éco-conception, ça a des bénéfices sur les 3 piliers du développement durable. On va réduire les impacts sur l'environnement, c'est la première motivation. Et également, il y a des impacts positifs sur la valeur sociale et sociétale, puisque ce qui a été mesuré, c'est que pour 86% des entreprises, il y a une amélioration de la notoriété de l'image ou de l'entreprise et de la motivation des salariés de l'entreprise, leur fierté. Donc derrière, ça c'est intéressant parce que ça crée une culture d'innovation dans l'entreprise. Ça permet aussi dans l'entreprise de collaborer, d'échanger avec d'autres services. Donc ça crée aussi plus d'intérêt à son travail, de la transversalité dans les équipes. Et ça crée aussi des meilleures relations avec les clients qui vont être inclus parfois dans le processus de construction de l'offre ou pour la tester, parfois avec les financeurs, etc. Et donc ça c'est autant de bénéfices pour l'entreprise indirecte. Maintenant, on va vous détailler quelques exemples de démarches d'entreprises qui ont mené de l'éco-conception. Alors, il y a différents points de départ, souvent, qu'on peut observer à l'éco-conception. Par exemple, une entreprise qui se dit, voilà, j'ai un donneur d'ordre qui m'a sollicité, mais je ne sais pas trop comment lui répondre, je ne connais pas forcément mon impact environnemental. Donc, dans ce cadre-là, l'éco-conception peut y répondre.
Un autre cas qui arrive souvent, c'est qu'une entreprise cherche à valoriser sa démarche. Elle a déjà mené des actions et du coup, elle cherche un label en fait pour mettre en avant et avoir le score environnemental de ses produits avec un affichage qui est associé. Donc là, il y a plusieurs solutions aussi qui amènent l'éco-conception, que ce soit les écolabels, que ce soit l'affichage environnemental dans le secteur textile ou d'autres labels qui sont possibles d'aller chercher. Et également, par exemple, une entreprise qui a des projets d'investissement et du coup qui veut voir comment, en lien avec son projet d'éco-conception, elle peut y aller. Donc si on détaille un autre exemple également, c'est une entreprise qui vient d'être créée, enfin une PME, et qui veut développer un produit qui va être plus écologique. Bah, du coup, l'éco-conception va permettre de structurer la démarche également pour cette entreprise-là. Parce que parfois, on a des bonnes idées, mais c'est toujours intéressant de faire vérifier, de mesurer ses impacts pour voir réellement les gains, sur quelle phase ils se jouent, et de connaître réellement le gain carbone de ces produits. Un autre exemple, donc voilà, que je citais tout à l'heure, c'est quand on ne connaît pas son impact environnemental. Clairement, l'éco-conception, ça va permettre de le mesurer et du coup de pouvoir le valoriser derrière auprès de ses clients, avec soit une note qu'on peut créer, un outil interne de progression, ou alors en allant chercher des labels qui existent. Et enfin, par exemple, il y a de plus en plus d'entreprises, quand elles sont reprises par un dirigeant, elles cherchent à remettre un nouveau projet d'entreprise, plus de sens à l'activité, et elles se tournent à ce moment-là vers la RSE ou l'éco-conception. Et donc c'est des méthodes aussi intéressantes pour faire un nouveau souffle, un nouveau cap, pour donner un nouveau cap à l'entreprise. Si je prends des exemples maintenant très locaux d'entreprises avec différents projets pour illustrer, on a par exemple l'entreprise Dental High Tech qui fabrique des dispositifs d'anesthésie dentaire. Donc c'est les petits stylets que vous voyez là. Et donc en fait, eux, comment ils ont fait la démarche d'éco-conception? C'était vraiment en l'intégrant dans la R&D. Ils ont structuré en fait dans leur processus de développement de produits des filtres par rapport à l'environnement, des go-no-go, pour se dire, OK, au moment où on va prendre une décision, on va voir si on a vraiment pris en compte que cette nouvelle version, ce choix de technologie, cette décision était aussi meilleure pour l'environnement. Donc c'était très intéressant pour améliorer l'ensemble de leurs produits. Et après, ils ont changé en fait, en modélisant en fait, les impacts de leur stylet. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des impacts en fabrication et en usage. Et donc en fabrication, ils ont changé la technique d'usinage des pièces, par exemple, pour réduire les impacts. Et en phase d'usage, en fait, ils ont changé le mode de mise en veille en fait, de l'appareil pour qu'il consomme moins d'énergie en phase d'usage. Donc c'est des leviers assez faciles à mettre en œuvre, mais qui sont identifiés grâce à l'éco-conception. Eux, pourquoi ils ont choisi l'éco-conception? C'était pour rester leader en fait, et innovant dans leur segment de marché, parce qu'ils avaient cette place-là et ils voulaient vraiment continuer à amener de l'innovation sur leur marché, et ce que ne faisaient pas du tout leurs concurrents, donc ça leur faisait toujours un atout concurrentiel pour continuer d'avancer. Si je prends un autre exemple, là on passe dans l'industrie plastique, donc c'est l'entreprise MEPAC qui est située en Mayenne. Et donc eux, ils se sont très vite rendus compte, le pourquoi de l'éco-conception, c'était que le plastique était très décrié, et s'ils ne font rien, ça va être compliqué de continuer à exister s'ils projettent leur entreprise à 10 ou 20 ans, puisqu'ils font des solutions plastiques d'emballage pour tous les métiers de bouche. Donc ça peut être pour faire la pause déjeuner le midi, ou des outils, par exemple, pour dans les ateliers, les poches pâtissières, etc. Donc ça, c'était une des raisons de faire de l'éco-conception. Mais également, ils avaient de fortes pressions réglementaires. Parce qu'on sait aujourd'hui que la réglementation se durcit sur tous les emballages, notamment plastiques. Donc, ils ont voulu changer les choses. Et eux, ils sont distributeurs de produits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fabricants. Et donc, ils ont cherché un moyen de changer justement les choses. Et donc, ils se sont dit, faut qu'on aide, faut qu'on change de métier, faut qu'on aide nos clients à mieux choisir les produits qu'ils vont acheter. Donc, ils ont développé un outil de scoring environnemental pour noter leurs 800 références d'emballage. Donc, c'est un travail énorme qu'ils ont fait en faisant une grille pour vraiment avoir en fait cette petite note de A à F qui est un indice environnemental sur leurs produits. L'idée, c'était de dire maintenant, on peut dire aux clients, voilà, entre deux options, il y en a une qui va être plus vertueuse pour l'environnement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Et en fait, ils se sont attribués une note d'entreprise. Donc, ils ont fait la moyenne de tous les produits qu'ils mettaient sur le marché. Et ils se sont dit, voilà, nous, l'entreprise, elle a telle note aujourd'hui, par exemple D. Mais notre objectif, c'est de progresser d'année en année pour qu'on améliore notre note d'entreprise par rapport aux produits qu'on met sur le marché. Et donc, pour faire ça,
Cette fois-ci, ils ont dû travailler avec leurs fournisseurs. Donc en fait, ils sont maintenant en train de rechercher de nouveaux fournisseurs pour avoir des solutions qui sont moins impactantes, parce qu'en faisant la grille d'évaluation environnementale, ils se sont rendus compte en effet de l'impact des matières premières, les solutions qui n'étaient peut-être pas forcément recyclables, etc. Donc ils ont mené tout ce travail aussi avec leurs fournisseurs pour progresser d'année en année. Et également, en avançant, ils se sont rendus compte que voilà, dans leur secteur, il est important de tester aussi les emballages consignés. Et donc aujourd'hui, ils ont créé un nouveau programme en lien avec du coup d'autres parties prenantes pour tester du coup la consigne dans l'emballage agroalimentaire. Donc on voit, en partant d'un besoin, comment on peut diffuser la démarche avec différentes parties prenantes, d'abord auprès des clients, avec les fournisseurs, et puis en diversifiant, en créant une nouvelle activité sur le territoire. Donc c'était quelques exemples d'entreprises, mais on en aurait d'autres à partager si besoin. Maintenant, on va vous partager les dispositifs financiers si vous aussi vous souhaitez avancer sur ces démarches. Du coup, je laisse la parole à Philippe. Oui, c'est intéressant cet exemple d'MBPAC parce qu'on voit qu'ils ont changé, enfin, ils évoluent dans leur métier et ils changent de métier avec la consigne où c'est un monde totalement différent du travail qu'ils avaient jusqu'à présent, du type de service qu'ils apportaient jusqu'à présent. Donc le dispositif, alors l'ADEME, comme je le disais, est une agence de l'État qui vise à animer les politiques environnementales de l'État et donc de développer les différents sujets dont l'éco-conception. Et donc pour cela, elle dispose de dispositifs financiers et notamment d'aide aux études. Aide aux études qui sont assez largement distribuées et qui aujourd'hui sont assez intéressantes avec des taux d'aide qui sont de 50 à 70% suivant qu'on est grande, moyenne et petite entreprise. Et c'est dans le coût de l'étude, on prend en compte la prestation externe ainsi que du temps passé interne. Ce qui fait que l'exemple qui est donné ici le montre comment ça peut se faire en prenant donc du coup en affichant un certain nombre de temps passé interne, enfin de dépenses internes, le reste à charge sur les frais externes, sur une étude qui serait à 20 000 euros de frais externes pour une entreprise moyenne ici, je crois que j'ai pris 60%, c'est ça, dans la mesure où l'entreprise affiche 10 000 euros de temps passé interne, enfin de frais internes, eh bien ça lui fait une aide à hauteur de 18 000 euros, ce qui fait que le reste à charge sur le coût externe est de 2 000 euros. Ce qui fait que bon, ça permet de lever un certain nombre de freins financiers pour accéder à des prestations qui sont quand même des prestations très techniques qui sont liées à l'évaluation des impacts du produit et c'est des compétences qu'on a très rarement en interne dans l'entreprise. Donc voilà, il y a ce dispositif d'aide. Le deuxième dispositif qui est en dessous, c'est les tremplins, qui est un dispositif qui est presque en voie de fin de vie, mais qui propose un forfait de 5 000 euros pour une assiette mini de 6 250 euros, là aussi en intégrant des temps internes, donc ça c'est plutôt pour les PME et des petites opérations. Donc je cite quand même que ces dispositifs-là sont en fin de vie aujourd'hui, donc sur le tremplin c'est fin juin, donc c'est très bientôt. Sur l'autre dispositif, on pense que ça va durer jusqu'à septembre et après on pense que ça risque d'être un petit peu difficile en termes de budget disponible au sein de l'ADEME. Il y a un remplacement qui va être bientôt publié, rendu public, de dispositifs d'aide qui sera porté par BPI France avec un dispositif plutôt standard où on rentre, on s'inscrit et puis on aura une prestation standardisée avec un coût qui va dépendre de sa taille d'entreprise et qui sera déjà un coût aidé. Un autre dispositif d'aide qui sont les aides aux investissements qui n'interviennent que si on a un diagnostic, c'est-à-dire que c'est la mise en œuvre en fait des opérations de diagnostic. Alors on a au début le diagnostic et les études de faisabilité. Je fais un diagnostic, bon, il faut que j'avance plus loin. Pour aller plus loin, il faut que je continue à faire des études. Donc j'ai à côté études de faisabilité, études de mise en œuvre, enfin voilà, tout ce qui va être accompagnement. Et puis il peut y avoir de l'investissement et là après diagnostic. Il faut que j'investisse dans un certain nombre de choses, de la machine, des choses comme ça. Là, on a une entreprise là qui a un système qui envisage de réduire ses copeaux et de nettoyer ses copeaux. Donc voilà, ça peut être faire ce genre d'appareil. Et donc là, c'est un peu traité au cas par cas et donc il faut être prudent par rapport à cette possibilité d'aide, mais elle existe. Vous avez le suite en dessous du dispositif d'aide. Et puis la suite, c'est
Donc, en effet, sur les aides financières, il y a de nombreuses aides. C'est le moment d'y aller. Hein. Si vous hésitiez encore, avant fin septembre, déposez vite votre dossier, parce que c'est assez inédit, ce type d'aide financière pour aller sur ces sujets avec ces taux d'intervention. C'est plutôt assez incitatif, donc n'hésitez pas. Pour commencer aussi à défricher le sujet en entreprise, la CCI elle accompagne les entreprises vers l'éco-conception. Tout d'abord en faisant découvrir le sujet, un peu comme aujourd'hui, en proposant des interventions, des rencontres avec des témoignages d'entreprises, des ateliers. Et également un premier rendez-vous de conseil en entreprise qui est offert en ce moment avec les Val Éco-Conception. On a aussi des matinées de formation et un programme pour s'engager et mener une démarche complète de A à Z sur 15 mois. Donc pour détailler le premier dispositif, les Val Éco-Conception, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes curieux, mais vous ne savez pas forcément comment amorcer votre démarche, quelles sont vos pressions par rapport à ce sujet-là, c'est important pour vraiment poser le cadre de sa démarche au démarrage, savoir quels sont vos enjeux environnementaux sur le produit, comment vous allez pouvoir amorcer ce sujet, le structurer dans votre entreprise. Donc on analyse vos capacités et les opportunités pour l'éco-conception. Donc c'est 2 heures sur site pour faire un premier diagnostic et puis vous faire des préconisations pour illustrer en fait comment concrètement l'éco-conception ça pourrait s'intégrer dans votre entreprise, à quoi ça pourrait ressembler en fait pour votre entreprise. Donc cet accompagnement pareil est offert en 2022, donc c'est le moment si vous souhaitez y aller. Vous aurez nos coordonnées à la fin. On fait également des matinées de formation à l'éco-conception. Donc là, c'est plutôt si vous souhaitez en interne y aller, former vos équipes, former une personne en R&D, en marketing, en communication. Donc on a 3 thématiques, une qui est plutôt sur comprendre les impacts sur l'environnement, les outils pour mesurer ces impacts. Donc c'est la première matinée. Une deuxième sur la démarche d'éco-conception, donc quelles sont les étapes de cette démarche, comment structurer cette démarche, avec quelles équipes, comment l'intégrer avec sa stratégie, par exemple quand on est ISO 14001. Et enfin la communication environnementale, puisque vous le savez sans doute, mais de plus en plus les entreprises sont quelque part obligées de prendre la parole sur le sujet de l'environnement, en essayant d'éviter l'écueil du greenwashing. Et donc il y a des façons de faire. On peut travailler cela pour avoir une communication sur l'environnement qui soit efficace auprès des clients et en évitant un petit peu les pièges ou les écueils. Enfin, si vous le souhaitez, il y a un programme régional d'éco-conception. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme collectif. Donc c'est 8 entreprises qui partent en même temps pour mener une démarche d'éco-conception complète de A à Z sur un premier produit. Pour comprendre la méthode, former un référent dans le but derrière d'être autonome pour pouvoir dupliquer en fait cette méthode à d'autres produits. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un accompagnement sur un produit de l'entreprise, mais vous bénéficiez également de l'échange avec les autres entreprises pour nourrir sa démarche, identifier des bonnes pratiques et du coup garder la motivation et la dynamique sur le sujet tout au long des 15 mois. Donc c'est un programme qui a le soutien financier de l'ADEME et qui est réalisé avec différents experts de l'écosystème. Donc c'est 13,5 jours sur 15 mois, plus tout le temps après interne pour mener sa démarche. On a plusieurs promotions qui sont en cours sur ce sujet-là. Vous voyez quelques entreprises que vous connaissez sans doute de la région. Ce qui est vraiment intéressant, vous voyez avec les logos d'entreprise, c'est que ce sujet aujourd'hui concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit votre secteur d'activité. Vous pouvez aller vers l'éco-conception. Il y a de nombreuses actions à faire et à mener pour réduire l'impact de vos produits. Enfin, si vous voulez un peu plus y voir clair sur différents dispositifs dev et surtout sur des exemples d'entreprises qui ont mené des démarches, on a créé un e-book que vous pouvez télécharger. Il y a le guide pour illustrer concrètement à quoi ressemblent des démarches d'éco-conception, notamment avec le soutien financier de l'ADEME, donc n'hésitez pas. On a fini pour le contenu. Maintenant, on a un peu de temps pour répondre à des questions s'il y a des points qui ont suscité votre interrogation ou votre curiosité. Hop. Ah oui. Bonjour, je m'appelle Lionel Bess. Il y a un sujet qui me préoccupe quand même, dans tout ce que vous avez dit, c'est parfaitement vrai, c'est le dépôt de brevet et l'invention liée à la technologie. Parce que ce dont on parle beaucoup, c'est l'environnement et on ne parle pas de process. Parce que quand on développe un produit industriel, il y a un delta temps, et il y a un marché qui est derrière. Sauf qu'au moment où vous développez votre R&D, le marché il a tendance à évoluer dans le temps. Et là, le côté design produit, dépôt de brevet, je dirais pour les PME, PMI,
c'est quand même une difficulté pour elles. Parce que qui dit éco-conception dit conception, donc dit conception d'un produit. Et donc ce qu'on oublie, c'est le delta temps dans la conception du produit et le dépôt de brevet à la base pour le protéger. Après, il y a de nombreux acteurs qui accompagnent sur ces sujets. Là, moi, c'est plus dans le périmètre environnement, mais je sais que les sessions, on accompagne, il y a de nombreux acteurs qui peuvent renseigner sur cette pratique-là. Mais aussi, moi, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait de l'éco-conception sans avoir ce besoin-là, même si je l'entends. Enfin, il faut se poser la question. En effet, il y a une notion de temps long quand on fait sa démarche, d'essayer de projeter son marché. C'est pas facile de... Donc c'est vrai que des entreprises qui ont des produits à temps de développement ou des cycles plus courts, c'est un petit peu plus facile, parce que sinon d'anticiper le besoin dans 15 mois ou dans 2 ans, 3 ans ou autre, c'est un peu plus complexe. Mais ça, je vais dire, c'est le lot de tout chef d'entreprise qui mène un projet entrepreneurial. Mais en fait, il y a plein de stratégies en éco-conception qui ne vont pas être si technologiques à aller chercher, qui vont concerner d'autres phases en fait, du cycle de vie et qui vont être assez rapides à mettre en œuvre en fait, sans changer et demander une innovation qui doit être protégée. Après, on sait aussi tous les enjeux autour de la protection, hein, s'il faut parfois protéger ou pas. Enfin voilà, il y a différentes choses. Et surtout en éco-conception, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont partagés, justement pour que ce qui a été mené dans une entreprise soit diffusé à un autre secteur. Et aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment aussi besoin d'inciter ça pour qu'on gagne du temps, parce qu'on a besoin de trouver des solutions rapidement par rapport à ces enjeux de transition écologique. Et donc, je pense que c'est intéressant justement de diffuser ces innovations ou ces améliorations par rapport à l'environnement. En général, quand on a une innovation, on ne la diffuse pas, quoi. On la garde en interne. Je m'excuse, je me permets d'être l'avocat du diable, mais en général, ça dépend quel type d'innovation. Oui, en effet, mais en même temps, je trouve que... Parce que si vous diffusez, il y a un sport national en France, hein, c'est la copie. Donc à partir du moment où vous avez un process, soit vous le protégez et vous le diffusez au moment où vous le sortez, mais si vous le diffusez avant de le sortir, votre process, il est mort. C'est-à-dire que les entreprises vont s'en emparer derrière. Voilà. Tant mieux, c'est voilà. Moi, je serais de cet avis. Après, j'entends. Ouais, mais quand vous avez chacun de faire son choix en fonction de son contexte et ses valeurs. Non. Quand vous avez un coût de développement de plusieurs milliers d'euros et que vous avez une entreprise concurrente et que vous ouvrez le développement à l'entreprise concurrente, c'est tous les efforts que vous avez vous fait pour développer le produit qui va tomber chez le concurrent. Et le concurrent va s'en emparer. Et si vous n'avez pas protégé votre produit, votre process, votre produit il est mort. Donc vous avez payé un développement pour rien. Voilà. Ah non, peut-être pas, non, faut pas jusque là. Non mais voilà, je voulais juste signifier ça parce que j'ai développé des process industriels et j'ai posé des brevets d'invention. Voilà. Et donc je vois comment fonctionne un process industriel et c'est toujours prendre en considération le delta temps entre le moment où on a l'idée et le moment où on le met sur le marché. Voilà, c'était juste une petite précision. Super, merci d'avoir partagé. D'autres questions ou d'autres interrogations ? Moi, j'avais une question par rapport à la société qui fait les emballages là, en plastique. Oui. Elle a développé elle-même son propre label ? Oui, alors aujourd'hui, ça c'est une question qui vient souvent. En effet, quand on a mené des actions d'éco-conception aujourd'hui, il y a 4 types, on peut dire, de communication environnementale qui sont possibles pour les entreprises en environnement. Il y a soit les labels officiels, mais il y en a très peu. En fait, il y a NF Environnement et l'écolabel européen. Vous voyez peut-être, hein, souvent on le voit sur les lessives, les produits du quotidien ou d'autres familles de produits. Ça, c'est la première stratégie, mais c'est que sur certaines familles de produits qu'on peut le faire. Il y a une deuxième possibilité, ça va être tout ce qui va être éco-passeport ou les FDES, par exemple dans le bâtiment aujourd'hui. Donc là, c'est des analyses environnementales, des fiches très techniques avec plusieurs pages qui sont détaillées. Et enfin, il y a l'affichage environnemental. Donc c'est la petite planète bleue qu'on voit aujourd'hui dans le secteur du textile, par exemple, notamment chez Decathlon. C'est un des premiers à y être allé. Et il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour communiquer sur l'environnement. Donc il y a le 4e type qu'on dit qui est de l'autodéclaration. Et du coup, on a les entreprises, en fait, surtout de ce secteur-là, de cette taille-là, en fait, c'est la solution qui revient à elles. Et donc après, il y a des règles pour bien le faire. Bien sûr, leur grille qu'ils ont créée, l'outil de scoring, il a été vraiment revu. Il y a eu des ACV derrière, des revues critiques. La méthodologie est disponible. Mais aujourd'hui, on a le cas, je sais que L'Oréal également met le score environnemental de ses produits. Et c'est pareil, en fait, ils ont créé leur propre label. Il faut savoir qu'inversement, c'est très très compliqué aujourd'hui d'harmoniser les pratiques pour la notation environnementale.
L'affichage environnemental dans le textile, ça fait 10 ans que les acteurs y réfléchissent, essaient de se mettre d'accord, et en fait c'est hyper complexe selon les bases de données sur l'environnement, selon comment on va considérer le cuir, est-ce que c'est un coproduit, est-ce que c'est un produit, et donc c'est très compliqué de mettre d'accord pour avoir une mesure unique, même si on voudrait tous, parce qu'on se dit du coup il va y avoir des dérives, tout le monde va communiquer. C'est pour ça que moi je crois qu'après c'est vraiment intéressant de se former à la communication pour suivre un peu des critères pour avoir une communication qui soit bien faite par rapport à l'environnement, et du coup éviter cet écueil un peu de communiquer dans tous les sens, et du coup avec des labels qu'on a créés. Mais il faut bien le faire, du coup on peut le faire en étant encadré pour le faire. Donc. Il y avait d'ailleurs une demande de leur part, enfin il y a un espoir de leur part d'harmoniser ce dispositif d'affichage qu'ils ont fait à l'ensemble des emballages, sur les catégories de produits qu'ils font. Mais c'est long et lourd parce qu'il faut mettre autour de la table tous les parties prenantes, donc notamment tous les concurrents potentiels, tous les utilisateurs, etc. Et puis se mettre d'accord sur un dispositif, etc. Donc tout ça c'est très long, et effectivement quand on a une petite structure c'est un peu difficile à porter. Et donc bon voilà, ils ont bien fait d'amorcer quelque chose, de démarrer quelque chose. Juliette a précisé quelque chose, il y a la transparence en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose et on vous dit comment on a fait. Après, vous êtes juge de est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas bien fait. En tout cas, on vous donne la manière dont on a fonctionné, on vous dit l'avis des experts autour de ça, et puis après, ben voilà, vous y croyez pas. D'autres interrogations, questions? Oui. Hop. Il y a le micro, désolé. Oui, bonjour. Johan. Du coup, j'ai une entreprise dans le bois de chauffage. Aujourd'hui, sur l'éco-conception, c'est vrai qu'on voudrait chauffer le bois pour le sécher artificiellement. Aujourd'hui, j'ai commencé à monter un dossier de chez vous. Je vois qu'il n'y a pas assez on nous guide pas assez dans les démarches. Je trouve ça compliqué. Oui. On ne sait pas où on va. C'est très très compliqué. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut passer par l'éco-conception pour pouvoir derrière, avec les investissements, des aides des investissements qui sont assez lourds aussi. Aujourd'hui, on parle aussi de récupération de chaleur des panneaux photovoltaïques, mais qui n'a pas l'air d'être subventionné non plus là-dessus. Alors aujourd'hui, voilà, comment on peut se renseigner de tout ça? Tu peux répondre, Philippe? Oui, c'est plus pour toi. En venant nous voir. Non, effectivement, vous avez raison. En fait, le dispositif d'aide ADEME, il est très circonscrit, il est très limité, il a ses cases. Il y a bien beaucoup d'appels que l'on reçoit sont à côté des cases que l'on a. Et donc du coup, on dit plus souvent non que oui dans les dispositifs d'aide. On peut en reparler après pour votre sujet, mais il est possible qu'il n'y ait pas de réponse satisfaisante à votre projet. D'autres questions, interrogations? Si on en est à disposition pour répondre à vos questions après, notamment la session, on a un stand si vous voulez nous voir, et puis vous avez nos coordonnées. Je ne sais pas si les présentations sont diffusées, enfin en tout cas vous pouvez prendre en photo, venir nous voir pour avoir nos cartes de visite, et puis on sera un plaisir d'échanger sur vos projets. Côté ADEME, il y a les contacts, et puis côté CCI aussi, selon votre département, il y a de nombreuses personnes qui peuvent vous aider autant que possible par rapport à vos demandes, mais n'hésitez pas à venir, c'est notre rôle, essayer de vous aiguiller au mieux sur ces projets. Merci à tous, très bonne suite de journée. Merci beaucoup.